Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on aborde un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, devenir propriétaire, les étapes de A à Z. Donc, tu souhaites acheter un bien immobilier, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer, soit l'apport, les frais de notaire, le crédit, la négo, le compromis, la signature, autant d'étapes que personne n'explique clairement. Et pour t'expliquer tout ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Diego Duriez, conseiller en immobilier sur Dunkerque et ancien courtier. Il accompagne ses clients de la première visite jusqu'à la signature chez le notaire. Diego, bienvenue sur le podcast d'Investir pour demain. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Bon, bah écoutez, on va faire ça aujourd'hui. J'ai hâte de vous en apprendre plus sur ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est mon premier podcast. Donc allons-y, Emilien, je te suis. Parfait. Eh bien, j'ai plein de questions en plus pour toi. Eh bien, écoute, pour commencer, première question, présente-nous rapidement à la communauté. Enfin, présente-toi à la communauté. Bah alors moi, du coup, je m'appelle Diego Durier, j'ai 21 ans. Je fais de l'immobilier maintenant depuis 5 ans. Donc en fait, j'ai commencé à 16-17 ans à faire des stages, à 18 ans, du coup, en agence. J'ai travaillé aussi chez un notaire et donc j'ai un peu tous les ficelles dans tout de la négociation. Et ensuite, bon, bah, après, j'ai vite fait de l'alternance dans des agences immobilières sur l'île, sur la métropole lilloise. Donc, c'était vraiment pour me faire les dents et ça a bien marché. Et ensuite, voilà, j'ai fini sur la partie courtage parce que mes études me faisaient aller dans ce sens et je voulais vraiment savoir ce qui se cachait derrière des offres de prêt, derrière ce levier qu'on a en plus en France, qui peut être super intéressant. Et c'est pour ça que je suis allé m'intéresser à tout ça dans la partie courtage. Maintenant, je suis à mon compte. Ça va bientôt faire 1 an. Je vais faire mon petit anniversaire de ma première entreprise. Et c'est un réel plaisir de travailler pour soi dans un métier qui nous plaît, hein, clairement. Voilà. Trop bien. Très jeune, mais un excellent et un très beau parcours déjà. Donc, félicitations à toi, Diego. Écoute, pour commencer, on va directement aller dans le vif du sujet avec la préparation avant d'acheter. Et j'aimerais parler dans un premier temps de tout ce qui va être lié à l'apport, notamment l'apport quand on fait un crédit immobilier. Est-ce que pour toi aujourd'hui, il faut un apport? Est-ce que le fait d'avoir un apport, c'est idéal? Quel apport est idéal? Et est-ce qu'on peut acheter même sans apport? Bah, alors l'apport, c'est quand même un sujet. Sans apport, on peut pas acheter en 2026. Donc il y a plein de gens qui achètent pas parce que soit ils ont pas le contrat, la banque s'assure qu'il y a un CDI en général, et un apport. Ça, c'est la base. On pense à ces 2 choses-là quand on réfléchit à acheter un bien immobilier. Tu combien d'apport? 10, 20, 15. Ça dépend des banques, ça dépend de sa situation. Quand on est jeune et qu'on consulte plusieurs banques, on voit qu'il y a certaines banques qui permettent d'aller chercher un peu moins, en fonction de, bon, bah, sa situation, ses revenus et ses comptes, la propreté de ses comptes. Si on est, joueur addictif ou des dépenses trop aléatoires, évidemment ça peut donner des mauvais signes. Donc un dossier clean, et le bon job qui va avec, qui permet de rassurer la banque pour être sûr que le prêt soit remboursé, hein, permet d'avoir un apport quand même réduit. Aujourd'hui, en général, sur les primo-accédants, ils achètent quelque chose, en fonction des salaires, hein, mais quelque chose à environ 200 000 et sur les 200 000, on se dit, entre, souvent on dit les frais de notaire. Donc, les frais de notaire, bon, étirer un peu moins, on se dit 10 000. 10 000, alors 10 000, c'est la base. On dit que 10 000, ça montre la chose. C'est plutôt pas mal. On peut descendre jusque 7. Si on a 15, c'est mieux. Heu et en fonction du projet, hein. Si on Et, emprunte 400, c'est vrai qu'avec 10 000, ça paraît un peu maigre. Mais ça dépend encore une fois de la situation. et ça, c'est spécifique à l'achat de la résidence principale ou aussi l'investissement locatif, ça fonctionne? C'est la même chose? Ou c'est spécifique en fonction Ça du type dépend, d'investissement? alors ouais, ouais, ça dépend. Souvent sur, l'investissement locatif, il y a des gens qui veulent, faire du zéro, c'est-à-dire, 0 apport et que la banque finance 110. Elle se finance 100, c'est-à-dire le bien et 110 les frais de notaire. C'est ce qu'on dit à peu près. Donc bon, bah, 110, il y a pas toutes les banques qui sont prêtes à prêter ça. Souvent pour de l'investissement, ils ont déjà un ou 2 biens, la résidence principale, des choses comme ça, qui peuvent être soit déjà entièrement payées ou sur la fin et donc bon, bah, ils s'y trouvent un peu plus tranquilles. Ils connaissent le client, les comptes et ils vont aller financer jusqu'à un peu plus, ouais.
Aujourd'hui, c'est assez rare, non, de voir du 110%. C'était plus à l'époque quand les taux étaient proches de zéro, non? Ouais, c'était plus 2020-2021 où on avait beaucoup de 110. Maintenant, où on avait on va dire proche de 1 plutôt. On était sur des taux à 1% entre 1,20 et 0,90. Bon, bah, ces gens-là pouvaient aussi emprunter plus facilement, surtout s'ils étaient déjà propriétaires. Il y a beaucoup de gens qui étaient propriétaires, qui finissaient de payer, on va dire nos parents, même hein, nos parents qui finissaient de payer leur RP à ce moment-là, qui étaient empruntés sur 20-25 ans, et qui sont arrivés là-dessus, qui se sont dit, bah, soit on change de maison, soit on fait un petit invest. Et du coup, ça leur permettait de faire un petit truc sans trop d'apport, quoi. Ok, intéressant. Et tu me parlais des frais notamment, 10% en moyenne. Euh, c'est quoi les frais à anticiper avant de signer ou à la signature? Bah, là, on est au départ, donc quand on pense à notre crédit, il faut penser à frais de dossier, frais de garantie. Frais de dossier, c'est vite entre 1 000 et 2 000 euros. Frais de garantie, c'est pareil, voilà, c'est à peu près pareil. Et après, on pense aux frais d'agence, frais de notaire, qui sont des frais incompressibles, hein. On n'a pas le choix d'y passer. Frais d'agence, si on passe en particulier, bon, ben, on n'y passe pas. On prend le risque. Et par contre, frais de notaire, ça, on n'a pas le choix d'y amener. Je crois qu'on va prévoir un peu les montants, ce que ça coûte en frais de notaire. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, tous ces frais-là sont déductibles si on est au régime réel, par exemple? Déductible sur des loueurs meublés professionnels, etc. Non, plus sur du foncier nu. Bah, ça dépend les statuts. Ça dépend les statuts. Honnêtement, ça dépend au cas par cas. En général, les frais de notaire sont compliqués à déduire. Par contre, mais là, c'est un peu plus niche sur des loueurs meublés professionnels qui sont réels. Bon, bah là, ils peuvent enlever les intérêts, les frais d'agence, les taxes foncières, les frais d'ordures ménagères, etc. Ok. Qui rentrent dans les autres frais comme les frais de copro, etc., qui sont des frais en plus. Et alors, comparé à les intérêts qui sont des frais commerciaux quand même de la banque qui leur fait gagner de l'argent, comparé aux taxes aux frais de notaire qui sont des taxes de l'État, en grande partie. Ouais, bah, on pense, enfin, il y en a beaucoup qui ont cette croyance de se dire, les notaires, ils s'en mettent plein les poches, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de cet Ouais, argent qui part à l'État, quoi. bah c'est C'est, ça. Et même, les auteurs, c'est quand même des grosses structures, beaucoup d'employés, beaucoup. Alors, ils font beaucoup de sujets aussi, hein, entre les successions, les testaments, etc. Ça crée beaucoup de sources de revenus et beaucoup d'actes par jour, mais c'est vrai que au final, sur un acte, sur des frais de notaire à 15 000, à la fin, c'est très mince, hein, ce qui Hmm. reste. Et encore plus après impôt, hein. Ouais, c'est clair. Euh, Et du coup, ce qui m'intéresse aussi de savoir, surtout pour ceux qui nous écoutent, c'est pour les primos, notamment accédants, qui souhaitent acheter leur premier bien, quelles aides pourraient, enfin, je me doute qu'il existe des dizaines d'aides peut-être, mais quelles sont les aides un peu disponibles aujourd'hui que toi tu peux voir aussi passer avec tes clients, tout ce qui est PTZ, toutes ces aides-là. alors, sur la partie PTZ, ça se fait beaucoup sur le neuf ou sur les anciens avec beaucoup de travaux. Donc le PTZ, là, on va vite fermer la parenthèse, mais on va dire que sur le neuf, ça s'établit très bien en banque, ça se fait très bien. Sur de l'ancien avec beaucoup de travaux, ça se fait après travaux. Donc en fait, après travaux, il vérifie que bon, bah, c'était bien des travaux de rénovation énergétique et que c'était pas pour faire une piscine. Sinon, il n'y a pas de PTZ, hein. Voilà, donc là, il y a plusieurs critères et c'est après qu'il y a ces remboursements. Par contre, concernant certaines aides, par exemple des banques, ça c'est des aides qui vont d'une banque à une banque, ça dépend. Pour des primo-accédants, on peut avoir des aides entre 10 et 30 000 euros à des taux, par exemple 1% ou 2%, qui permet eux d'attirer des clients, de faire un petit coup de pouce et au final d'avoir le financement à un taux global moyen, le taux global, ou par exemple des petits prix sur les assurances emprunteurs. Voilà. Donc ça, c'est J'ai, des petites aides, les frais de notaire aussi, les frais de dossier qui peuvent être négociés. ok, c'est intéressant ça, parce que la semaine dernière, j'ai eu un client potentiel avec qui j'ai fait un bilan patrimonial, et ce client-là, il avait pas encore acheté son premier bien immobilier, mais il avait mis en place la location à cession. C'est un système que je ne connaissais pas du tout, et j'ai trouvé ça super intéressant en termes d'aide pour le primo accédant, quoi.
Je sais pas Bah, si, alors ça, c'est pas si mal, ouais. tu, Ouais, tu ouais. vois ça avec tes Alors clients. bah non, parce que moi je suis pas ciblé. En fait, moi je suis pas ciblé parce que je suis dans le secteur tertiaire et résidentiel, donc c'est vraiment du propriétaire civil qui vend à du propriétaire civil ou société, mais c'est les bailleurs qui ont la main là-dessus et qui vont créer. C'est soit dès la construction, soit en général sur du parc maintenant qui a fait son temps il y a 10-20 ans et qui commence à être énergétiquement plus valable. Et donc à ce moment-là, on se dit, bah, on peut le vendre, mais on peut le proposer aussi de le vendre à des personnes qui ont moins de revenus ou les personnes qui habitent dans le bien. Tu vois, les gens qui habitent dans le logement social, bon, bah, qui habitent depuis X années, bon, bah, on leur dit, si vous habitez encore 10 ans, on vous fait une mensualité, mais en fait, cette mensualité, ça sera plus une location, ça sera ben, une anticipation sur le prêt enfin, en fait, c'est une division des deux. Il y a une partie location et une partie Oui. déjà paiement des intérêts qui permet qu'à la fin, bon, bah, il leur reste plus grand-chose à payer pour garder le logement. Et ça se fait, oui, sur de la construction aussi. Au départ, le bailleur dit, bon, bah, cette partie-là, on la vend en résidentiel, cette partie-là, on la met en social, et cette partie-là, par contre, on la met en vente accès bon, bah, pour les gens qui ont des plus faibles revenus et qui peuvent du coup acheter de l'IMO. Et à la place de tout de suite décaisser le montant fort, on leur permet d'habiter quelques années et de payer au fur et à mesure au départ leur logement. C'est ça, ouais. Par exemple, j'avais pu voir justement en location en session qu'il n'y avait pas de taxe foncière pendant 15 ans. Ça peut faire partie des avantages. Pareil, les intérêts sont quand même très bas. Après, on a aussi pas le droit, par exemple, de louer. Si on veut louer à quelqu'un, bon bah comme on a bénéficié de l'aide, c'est comme avec les PTZ. Les PTZ, je crois que c'est 5 ans. Pendant 5 ans, on n'a pas le droit de louer. Dans le cas contraire, on se doit de rembourser l'avantage qu'on a eu de l'État, quoi. Et voilà, après, il faut respecter les règles Voilà. aussi, c'est ultra important. Ouais, Ok, nickel. c'est ça. J'aimerais parler maintenant du courtier immobilier. Hum, En réalité, peu connaissent le rôle du courtier. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le rôle du courtier et quand est-ce que ça vaut le coup et est-ce que ça vaut le coup justement d'aller voir un courtier? Bah, en fait, le courtier, alors c'est vrai que certains ne connaissent pas son rôle. Lui, son rôle, bon, bah, c'est de trouver le meilleur financement qui s'adapte à la personne, aux meilleures conditions et au final qu'elle soit gagnante sur le court terme, c'est-à-dire au départ ce qu'elle doit lâcher, donc un peu moins d'apport, un peu moins de frais de dossier, des meilleures conditions et après sur la longueur, qu'elle ait moins en taux, donc qu'annuellement elle reverse moins d'intérêts et qu'elle ait moins en taux d'assurance pour être parfois même mieux protégée, et qu'au final, sur la durée du prêt, elle soit gagnante. Hem, donc on a dit ça et sur la partie courtier, en quoi c'est important et pourquoi un courtier comparé à la banque, même si on est cas perso récemment, où en fait ils sont pas assez réactifs, et au final, bah, ils font plus d'erreurs, le système bancaire, les conseillers qu'on a en face de nous, ils sont plutôt formés pour des choses comme ça qu'avant où ils savaient plus vendre bah, des prêts immobiliers et savaient ce que maintenant ça reste très limité. Ils connaissent pas toutes les aides et tous les développements et donc bon bah c'est compliqué d'être accompagné par un banquier aujourd'hui. C'est vrai que moi je priorise quand même le courtier pour verrouiller plus vite, pour sécuriser la chose, pour rassurer les gens qui vendent leur maison et qui confient leur projet à quelqu'un. C'est-à-dire que derrière ils doivent racheter. Bon bah s'ils vendent à quelqu'un et que le financement il est pas sûr, ils perdent du temps, quoi. Ils perdent du temps et ils prennent des risques. Donc le but, c'est de pas prendre de risques. Et moi, je préfère passer par un courtier qui sera plus réactif, plus transparent et qui aura la main un peu plus sur la chose comparé à J'aime bien ce que tu as dit et puis bon, je fais une aparté, un parallèle. Je le vois exactement un peu dans mon secteur d'activité où, ouais, bah, oui, je me doute. tu vois, genre, bah, t'as le conseiller qui va te proposer une assurance vie, mais qui va pas faire une analyse de ton patrimoine. Il va pas te dire, bah, tiens, tu peux mettre ça en place parce que c'est pertinent selon ta situation, selon tes objectifs. Non. Il va regarder tes liquidités. Ah, bah, tiens, Diego, t'as 20 000 euros qui dort, on va investir. Ouais, mais pourquoi on va investir, en fait? Tu vas toujours comprendre, le fondement, et la raison du pourquoi, et puis derrière, mettre en place les bonnes actions. Et tu l'as très bien dit avec le courtier. Donc, top pour ça. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans
le vif du sujet, enfin, notamment toi, ce qui t'anime peut-être un peu plus au quotidien, et notamment trouver et choisir le bon bien, enfin, en tout cas, tout ce qui va être visite et tout. Pour quelqu'un qui cherche un bien, comment on définit en fait ces critères de recherche sans vraiment se disperser? Bah, ça commence par déjà, on va dire que l'étape, ça sera après l'étape, moi je pense que c'est après l'étape bancaire. Donc d'abord, faut qu'il sache combien il doit emprunter. À ce moment-là, il prend rendez-vous avec sa banque et ou un courtier, idéalement les 2 en fait. Ça permet de comparer sa banque parce que souvent on pense que sa banque peut mieux faire. Puis après on voit un courtier, puis on se rend compte que bon, ça change pas grand-chose. On a plus de détails, ils savent, s'améliorer enfin, ils savent donner des chiffres par rapport à une maison. Ça, c'est aussi l'avantage. Le banquier, tant qu'il y a pas de compromis, il donnera pas de taux, de choses comme ça. Et donc, une fois qu'on sait ça, bon bah après, par rapport à son secteur, par rapport à où on travaille, souvent les gens se basent sur où est-ce qu'ils travaillent. Et bah, j'aimerais bien habiter à 20 kilomètres du boulot. Ma femme, elle bosse là. Et donc, en fait, de là, ils se font une ronde, hein, ils se font un espace où ils recherchent. Et en fonction de leur projet, si à 10 ans, ils se voient plutôt avec des enfants, bon, bah là, à ce moment-là, ils chercheront sur ces critères-là par rapport à leur budget qu'ils ont vu juste avant. Des fois, ils doivent changer de localisation, des fois, ils cherchent un secteur qui est trop spéculé, et malheureusement, ils peuvent pas aller sur ce secteur-ci, mais du coup, bon, bah voilà, nous, on sait les conseiller, leur dire, bon, bah, par rapport à votre boulot, par rapport aux commodités que vous recherchez, pourquoi pas aller sur ce secteur-ci par rapport au prix au marché, en fait, hein, au prix au mètre carré, quoi. Ouais, donc ça, c'est vraiment le côté prioriser. Euh, Bah, des fois, tu peux pas tout avoir, donc tu priorises de cette manière. Mais même dans tes recherches, tu vas prioriser emplacement, surface, état du bien, ces choses-là. C'est ça, ouais, le plus important. Après, les gens, voilà, il y a beaucoup de gens qui voient sur les photos l'état qui s'arrêtent à des détails. Le plus important pour moi, ça reste l'emplacement, quoi. C'est pour ça Après, que c'est comme ça qu'on est-ce ouais. que souvent il y en a qui te disent ah ouais, c'était pas ce que j'avais vu sur la photo. Ouais, ça arrive, ça arrive. Bon, après, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui se projettent différemment. Il y a aussi des agents IMO et des appareils photo qui font des trucs qui paraissent mieux que ce qui est en réel. L'avantage, bon, c'est que en fait, ce que je reviens sur ma phrase d'avant, mais c'est vraiment l'emplacement qui est intéressant. L'emplacement fera la chose. Vous avez beau faire des travaux, les travaux, on les récupère pas forcément. On récupérera l'emplacement. On peut pas vendre une maison qui vaut 300 000, 500 000 parce qu'on a fait 200 000 euros de travaux. Sur certains secteurs, il y a des secteurs où, voilà, vous y pensez, un secteur près de chez vous où bah, les maisons se vendent autour de 200 000, bah, ça arrive jamais, sauf si c'est un château qui a une vente au-dessus de 400, 450 000. C'est un marché qui est comme ça, même si la maison elle est nickel, que la toiture elle est neuve et que les menuiseries sont neuves. Ça, c'est pour ça qu'il faut investir aussi il faut d'abord prioriser le secteur et pouvoir investir pour pouvoir investir dans le bon secteur. Ok. Et maintenant, au-delà du secteur et tout, si on se focalise un peu plus sur le bien en question, au niveau des diagnostics, lesquels sont vraiment importants et pour toi? Bah alors, sur les anciens diagnostics que maintenant on essaye de plus voir apparaître qui nous pèse plus de problème. Le plomb, on va dire que c'est fini. Le plomb, c'est obligatoire, hein, pour le faire, mais souvent il a déjà été fait avant, puis on n'a pas rajouté de plomb, donc on le fait plus et ça, on n'en parle vraiment plus du tout. Par contre, l'amiante, on y est encore confronté, alors ça dépend les régions. Il faut jeter un œil, toujours, s'il y a de la présence d'amiante. Qu'est-ce que c'est enfin, qu'est-ce que ça est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'on y est confronté régulièrement ou pas? Et en fonction de ça, bon, bah, parce que le désavantage, ça coûte cher, donc à surveiller. Si on a enlevé un tuyau et enlevé un tuyau en amiante, bah, c'est le double, voire le triple, parce qu'il faut faire venir la société qui va couvrir, qui va faire attention à l'air, et cetera. Après, l'amiante, bon, bah, il y en a qui en ont très peur. Ça restait à l'époque un matériau, bon, bah, qui a été mis partout parce que c'était quand même solide. Donc moi, je dis souvent quand même, tant que on n'est pas exposé et qu'il n'y ait pas vraiment sur des tuyaux en amiante, par exemple, qu'il n'y ait pas besoin de fuite ou de choses, faut pas forcément le faire.
ça reste des produits solides, des matériaux solides. Après, dès qu'il y a maintenant une fuite, tout ça, par contre, ça sert à rien de réparer de l'amiante, hein, faut passer ailleurs. Après, il y a le diagnostic électrique, bon, bah, qui est important aussi, hein. Il y a des maisons, il y a encore plein de maisons qui sont pas reliées à la terre. Il y a plein de maisons qui sont, plein de maisons et appartements où on pourrait voir des beaux interrupteurs, des choses comme ça, mais en creusant un peu plus, bon, bah, qu'il manque les gaines, que c'est encore du 20 milliampères alors que maintenant c'est du 30. À l'époque c'était du 10, donc sur les anciennes maisons on a des choses. Et maintenant avec les appareils d'aujourd'hui, bon, bah, ça peut vite avoir des incidences, voire des incendies sur la partie électrique. Et après la partie énergétique, hein, DPE, diagnostic de performance énergétique, où là on regarde la lettre, mais pas que. On regarde vraiment, c'est détaillé sur les pages d'après, l'épaisseur des murs, qu'est-ce qu'il y a comme isolant. Et en fonction de ça, on détermine les choses. Alors oui, par contre, il y a des red flags qui vont faire que une chaudière fuel va faire automatiquement un point G, alors que peut-être que la maison elle est bien isolée. Et le chauffage fuel, pareil, comme l'amiante, bon, ça reste des choses qui à l'époque ont fonctionné et qui fonctionneront toujours. Par contre, voilà, le chaudière gaz, par exemple, ça c'est classique aujourd'hui. On a des maisons très bien isolées en chaudière gaz qui sont en D. Bon, bah, alors que on s'attendait à mieux, mais c'est parce que c'est gaz, c'est pas ce qui est priorisé par l'État. Aujourd'hui, c'est la pompe à chaleur. Dès qu'on met une pompe à chaleur, on est en C ou en B, voire en A. Là, récemment, j'ai vu une maison en A, alors que c'est pas une maison, c'était une maison voilà, qui a été construite, je crois, en 2000. Bon, bah, comme il y a une pompe à chaleur, une isolation au-dessus, une isolation des murs et des menuiseries récentes, automatiquement, on arrive sur des maisons très bien classées. Ok, et c'est vrai qu'on parle de plus en plus du DPE. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. C'est Ouais. quoi l'impact réel aujourd'hui sur... est-ce que déjà il y a un impact réel sur la valeur du prix? Et ce serait quoi à peu près? Il y a un impact pour les investisseurs sur la partie, ceux qui ont des gros parcs et qui doivent, rénover parce que sinon ils peuvent plus louer. Le G, c'est interdit de louer et le F prochainement, 2028, 1er janvier 2028, on pourra plus louer en F. Donc sur la partie investisseur, c'est vraiment pour la partie locative et après sur la partie particulier, ben, ça impacte quand même. Alors ça impacte 2 choses. Ça impacte, quand même le mental des gens et il y a beaucoup de gens qui y pensent et qui ont peur du mauvais diagnostic. Bon, bah, voilà, après, il faut savoir faire la part des choses, ça reste un diagnostic. Il faut voir ce qu'il en est vraiment dans la maison et on peut pas déterminer avant une visite. Et après, il y a la partie, financement. En fait, si vous êtes, sur des mauvaises lettres, la banque pourrait ne pas suivre, mettre un malus de taux ou bon, bah, si c'est un mauvais DPE, dire: «Bon, bah, vous allez le changer, oui, ça va coûter combien? OK, on finance les travaux et après coup, on va venir voir si vous avez bien fait des performances, une amélioration, énergétique, quoi». Ok. Et Donc il y a une enveloppe, en fait, travaux qui est obligatoire pour sur des le DPE très DPE? mauvais. Ouais, si c'est du CLAF F ou G, la banque va reprendre, l'audit énergétique, le montant et va dire: «Bon, bah, le diagnostic indique que ça coûtera tant, si vous pouvez pas, mettre tant, bah, vous pouvez pas acheter cette maison». Alors que des fois, il y en a qui vont le faire eux-mêmes, ça va coûter moins et cetera. Voilà, donc ça c'est important, ça impacte le financement, quoi. Alors qui valide? Non, bah, c'est le diagnostiqueur, en fait, tu peux faire repasser le diagnostiqueur, il y en a qui arrivent à tout faire eux-mêmes, hein, tu sais, là, la partie soi-même ou entreprise, c'est pour la partie garantie. Pour la partie diagnostic, il vient, il constate, hein, que ce soit une entreprise ou toi, la laine de verre, il va regarder l'épaisseur, si c'est isolé ou pas, et puis voilà, ça après, il coche dans ses cases et ça lui donne son score. Bah, alors le fuel, c'est un red flag sur le DPE. Alors ça peut être un red flag évidemment parce que c'est un ancien mode de chauffage, parce qu'il y a une cuve à fuel du coup qu'il faut soit extraire, soit remplir, et que ça a un coût aussi maintenant, ça coûte plus cher qu'avant. Alors des red flags en visite, bon bah moi, il y a 2 choses qui sont importantes de mon côté pour pouvoir vendre un bien, c'est d'être, au prix du marché et de pas avoir de red flag vraiment apparent, sinon ça casse le prix. Alors les red flags apparents, c'est une personne qui va, par exemple, il y a une fuite, la fuite a été réparée, mais qui va laisser, visible, par exemple, sur du placo. Bon, bah, là, ça, c'est les gens, bon, bah, ça pose question: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que» et donc ça, c'est des red flags qui font que la vente va être compliquée à faire. Un mauvais DPE, c'est un red flag, honnêtement. Un mauvais DPE, bon, bah, ça impacte directement le prix.
En Après, autre red flag, bon bah, ce que ouais. tu as dit Non, quand en même. fait, je veux dire, si ça a été réparé au-dessus, mais qu'en fait, ils ont, par exemple, là, voilà, j'ai une fuite sur le Velux a été changé, mais ils ont pas refait le tour. Ça peut faire peur, alors qu'il y a plus de Ouais, fuite si le oui, Velux a ok. été réparé, tu vois, par exemple. C'est l'exemple que j'ai. Mais je veux dire, sur des red flags, c'est par exemple des choses qui sont même la propreté, c'est une red flag. Les odeurs, les gens ils font attention à Hmm. beaucoup de critères. Un L'humidité. red flag, ça va être bon bah moi ils arrivent, bon bah pourquoi ça se vend pas, pourquoi il y a pas ça, bah, parce que ça c'est un peu biscornu, parce que ça a été fait. Il y a des choses qui font que les gens vont pas acheter, tu vois. Il y a des maisons, bon bah malheureusement, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Les garages, il y a des anciens garages qui sont vraiment trop petits maintenant, les voitures de maintenant, ils passent plus. Moi, ça peut être un red flag. Ok. Euh, euh, des, ouais, des choses comme ça, ou des sols qui sont vraiment mal refaits, des carrelages où les joints ils sont plus bons, des choses comme ça. Par exemple, pareil, s'il y a une inondation, bon bah ça peut être un red flag. Il y a une zone inondable Ouais. ou de l'eau à la cave. Ça, c'est la classique. L'eau à la cave. Par chez nous, ça arrive. Mais du coup, bon bah, c'est un red flag. Les gens, tout de suite, ils veulent pas habiter au-dessus de l'eau. Donc que faire? Bon bah là, je leur dis, je dis bah il faudrait peut-être installer une pompe, tout ça. Après, tout ce qu'il y a eu dans la maison, ça s'est repris par le notaire. Tu peux pas cacher un sinistre. Au moment du passage chez le notaire, il y a un relevé des sinistres. Donc en fait, il demande à l'assurance s'il y a eu des sinistres déclarés, des fuites, des inondations, etc. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est important de regarder. Ah, elle est bien celle-là. En ce moment, c'est un peu varié. Alors moi, quand j'ai commencé, c'était très compliqué d'avoir des vendeurs. Après, ça a été un peu l'inverse. Ça dépend des périodes. Aujourd'hui, on est quand même entre deux. C'est-à-dire que les biens se vendent sur un prix moyen. Les taux sont moyens, à 3, 3,5. Ça reste des taux au marché, hein, qui sont la moyenne depuis bien avant les taux à 1%. C'est C'était ça. la moyenne. Et bien avant ça, c'était bien au-dessus. Donc les taux sont moyens. Le marché, et du coup, IMO est moyen. On n'est pas sur un marché hyper haut comme pendant le Covid. Et du coup, bon bah, qui a la main, bah, ça dépend des produits, ça dépend des quartiers, ça dépend. Là, honnêtement, on est sur un marché mitigé qui est plutôt agréable, qui permet de vendre et acheter pour quelqu'un de lambda sans trop de complications. Moi, on va dire que je suis sur un secteur quand même dynamique, donc on reste sur plus de gens qui cherchent que de gens qui vendent. Après, c'est pour ça que nous on est là, il faut essayer de trouver le tout pour tout le monde. Mais voilà. Après, sur la partie du coup négociation, on dit qu'il y a une moyenne de 5% quand même De négo? Ok. sur les prix. Donc, ouais, ouais, donc ça dépend. Alors, moi, les critères, est-ce que c'est négociable? Souvent, on me demande en visite. Bon, bah, si c'est, je leur dis, si en fonction de l'intérêt qui est constaté sur le bien, ça dépend. Si il est là depuis une semaine et j'ai plein de visites et j'en ai plein la semaine prochaine, est-ce que la maison vous plaît? Oui. Elle vous plaît vraiment? Oui. Ben, allez-y, et ça sert à rien de négocier 5 000 si c'est pour passer à côté et que quelqu'un va proposer 5 000 de plus. Qu'est-ce que ça va Hmm. changer sur 20, 25 ans? Peut-être pas grand-chose, hein. Donc ça c'est aussi. Après moi le but c'est que ça se fasse, hein, peu importe les conditions. L'idée c'est de trouver le bon compromis et qu'à la fin tout le monde se sent gagnant de l'opération quand même. Et comment? Bah non, tu le sais en fait, s'il y a pas de visite, pas d'offre. Des fois, on va avoir des visites parce que c'est des beaux quartiers, mais le mien, il vaut pas ce qui a été annoncé. Donc, on n'a pas d'offre. Tu vois, Ok. des fois, ouais, pourquoi on a des visites alors? Je vous dis, on a des visites, mais on n'a pas d'offre. Ah, pourquoi on n'a pas d'offre? Bah, parce que les gens n'osent même pas parce qu'on est au-dessus du prix. Donc, des fois, on va être surévalué et tellement surévalué qu'on n'aura pas d'offre. Si on est à 250 au lieu de 200, le mec va dire, non, en fait, cette maison, elle est pas ouf. Alors, des fois, ils savent même pas pourquoi. Mais s'ils savent que c'est le prix, bah, il va dire, on va pas proposer 200. Le vendeur, il va se braquer, ça correspond pas, quoi, tu vois. Donc, non, c'est Ça quelque t'arrive chose comme souvent, ça. ça? Des biens surévalués? Bah, l'idée, c'est que moi, je donne mon conseil. Il faut être transparent. Moi, je suis transparent avec mes clients. S'ils sont au-dessus, je leur dis. Donc, au final, s'ils sont 10 000 dessus et que je les appelle 2 semaines après, je leur dis, bah,
J'ai donné tout ce que j'avais, mais on n'y Hmm. est pas. On n'a pas d'offres, on n'a pas assez de visites. On va se remettre par rapport à ce que je vous ai dit au départ et vous verrez, ça ira mieux. Et au final, en général, comme on connaît le marché, on se trompe pas. Bon, alors, tu vois, c'est question de, admettons, c'est 10 000 au-dessus, 10 000 en dessous. On se trompe pas d'énormément. Et en fonction de l'état du bien et des finitions. Pareil, la négociation, s'il y a des finitions, il peut y avoir négociation. S'il y a des travaux, il peut y avoir négociation. Si c'est des biens nickel, nickel, et qu'il n'y a rien à dire, souvent, il n'y a pas de négociation. Donc, Dis-moi. et Ouais. quelles sont les étapes? Ouais. Bah, souvent, c'est même au moment de la visite, hein, en fait. Les gens, ils ont le coup de cœur et ils me disent, bon, bah, on fait une offre. Et en quoi on est engagé? Bon, bah, les acheteurs sont engagés que à partir du compromis. Hmm. Donc, qui maintenant sont plus des compromis d'achat, mais des promesses de vente. Alors ça inverse la tendance. C'est-à-dire que c'est les vendeurs qui leur promet de leur vendre. Donc, c'est moins les acheteurs qui sont engagés maintenant. Ah ouais, et ça, Bah, pour les vendeurs, en tout cas, les vendeurs, quand ils donnent leur accord, ils donnent leur accord. Ouais, il y a le délai de rétractation de 10 jours. Donc, alors, pour la partie acheteur, du coup, c'est ça. Ils sont pas engagés tant que on n'est pas à la promesse de vente et 10 jours après. À ce moment-là, on y verra après sur des clauses suspensives. Pour la partie vendeur, bon bah les vendeurs, je leur présente une offre. Voilà, on a une offre. Ok, bon bah je vous laisse l'accepter si elle vous convient. Si elle vous convient, et là ils me disent bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on est sûr des choses? Bon bah à ce moment-là, je leur explique. Et en fait, eux, quand ils ont signé l'offre, ils sont quand même engagés à aller jusqu'au notaire parce que ils sont d'accord avec l'offre. Et nous, on a signé un contrat ensemble comme quoi ils étaient vendeurs. Donc s'ils sont vendeurs, hmm. on va jusqu'à chez le notaire. Et une fois chez le notaire, bon bah là, on vérifie les clauses suspensives. Les clauses suspensives, bon bah c'est simple. On fait la promesse de vente. Qu'est-ce que la promesse de vente? Les gens ne le savent pas, mais en fait, c'est l'acte, mais qu'on voit, qu'on finit de rédiger et sur lequel on établit. Donc c'est un avant-contrat, mais en fait, ce qu'on lit c'est le contrat. Et à la fin, on le re-signe 3 mois après. On le signe une première fois pour valider les conditions et valider les clauses. Et dans ces clauses, à la fin, c'est écrit, si tous les clauses sont reliées, on va se voir dans 3 mois pour re-signer ce document et faire justement le versement des fonds et la remise des clés. Voilà. C'est Et comme il ça que sert ça à se quoi le passe. C'est délai pour de ça qu'on 3 dit un mois? acte définitif. Alors, il sert à quoi le délai de 3 mois? Bah, souvent, il y a 2 mois de préemption de la mairie. Donc, c'est le maximum. S'ils n'ont pas répondu dans les 2 mois, ça équivaut comme ça les intéresse pas. Ah Ça les oui, ok. intéresse quasiment jamais, mais ça arrive. Et ça, c'est les délais obligatoires. Et les 60 jours, souvent, de recherche de biens, de recherche de prêt. Quand on signe le compromis, Ok. dans les clauses suspensives, on peut mettre plusieurs choses. La principale, et celle en général, c'est soit sous réserve de vendre mon bien, s'ils ont quelque chose et qu'ils sont déjà propriétaires et qu'ils veulent acheter, sous réserve de la vente de mon bien actuel, ou s'il y a un prêt, sous réserve d'acceptation de mon prêt bancaire, dans les délais donc avant c'était 45, maintenant on fait 60 jours. Dans les Ok. 60 jours après compromis, alors il doit soit avoir un accord de financement, donc trouver son financement. S'il ne trouve pas de financement, il doit avoir 2 ou 3 refus, ça dépend les notaires, pour prouver qu'il n'était pas finançable et qu'en fait c'est pas de sa faute. Sinon, il paiera les pénalités. Les pénalités équivaut à 10% Oui. des frais plus la commission agence. Parce que nous, on a travaillé, donc ça n'y change rien à la chose. On n'a Oui. pas, on a travaillé sur le bien. Écoute, Ouais. merci pour Alors, ça. dans la réalité, ça arrive très rarement. En Voilà. premier, comme tu l'as Voilà. dit, comme tu l'as Et mentionné au puis, début. on trouve quelque chose à l'amiable. C'est qu'il y a des raisons s'ils achètent pas. Donc, Ouais. en général, ça arrive très, 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 très rarement et c'est des grosses procédures. Donc, on trouve quelque chose à l'amiable. Bah, c'est ça, en fait. Faut voir la mensualité. Faut voir la mensualité assurance intérêt compris. Donc, si c'est 500, bah, au final, ça devient 700. Donc notre mensualité de banque, admettons que c'est 700. Mais en fait, à ça, on ajoute une taxe foncière, ça peut être 2 000 euros. Donc c'est payable en 10 fois la taxe foncière. Donc c'est 200 euros par mois. On ajoute, bon bah c'est des trucs tout bêtes, mais on ajoute déjà tout ce qui est quand même tout ce qui est abonnement de maison. Donc ça va vite aussi. Et on ajoute son électricité, son système de chauffage, en fait, ça peut aller très vite, ça peut vite être un gouffre. Les personnes qui ont quand même des petits revenus et qui vont aller acheter une maison, s'ils font mal leurs calculs, ça peut vite être un gouffre. Donc il y a beaucoup de choses à ajouter. Donc taxe foncière, charge de copro pour si on achète un appartement.
Par trimestre, ça peut être 300 comme ça peut être 600 en fonction de la résidence qu'on achète. Donc ça, pareil, on compte. Et aussi, faut faire attention aux travaux, hein. Quand on valorise, ça c'est le risque, c'est de refaire un pré-travaux après. Et là, honnêtement, c'est très dangereux. Si on a mal fait ses comptes au début, qu'on se retrouve à refaire un pré-travaux 6 mois après, dans les frais qu'on a mal calculé au départ, ça peut être risqué, ça peut être source de revente rapidement et à perte. Ouais, Et ça fait mal. Ouais, bah alors, tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais c'est vrai que nous, en tant que courtier, voilà, le but c'était quand même d'assurer chaque personne et de faire un petit bilan qui sont intéressants, hein, pour savoir en fonction de son métier, de ses risques et de beaucoup de critères. Bon bah combien de pourcents il doit être assuré pour être sûr qu'en cas de souci, la personne, c'est pas pour soi qu'on s'assure, hein, c'est pour les autres, pour être sûr que la personne restante, bon bah, et n'est pas à devoir régler la totalité de la maison par exemple quoi. Ça et serait la catastrophe. Ouais. et veut acheter son premier bien. Ouais, bah, c'est de se rediriger vers sa banque, ils sont là pour ça, sa banque ou un courtier déjà, pour voir un peu à l'état aujourd'hui. Demain, je veux devenir propriétaire. Bah, en fait, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Mmh. Demain, je veux devenir propriétaire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas aller en visite, c'est pas regarder sur Insta toutes sortes de choses. C'est vraiment, demain, je veux devenir propriétaire, j'ai un projet, donc je dois me faire accompagner par un professionnel. Dans tous les cas, je passerai par un organisme de financement parce que je vais pas payer comptant. Donc autant les consulter maintenant et leur dire qu'est-ce qu'il en est à aujourd'hui sur ma situation. Est-ce que mes relevés sont à peu près bons? Est-ce que j'ai assez d'apports ou on doit encore attendre 6, 12 ou X mois? Et en fonction de ça, bon, bah, ça permet de profiler la suite, en fait, hein. Si aujourd'hui ils disent, bon, bah, en fait, votre dossier est clean, fixez vos critères, et puis, bah, vous pouvez commencer les visites. Moi, je vous suis à hauteur de X euros. Bon, bah, voilà, super. Si par exemple, il vous dit, par contre, là, les relevés sur ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah, vous avez déjà des prêts, attention. Alors, il faudrait peut-être d'abord solder celui-ci et avoir un peu d'apport, donc il faudrait encore garder un petit peu. Par contre, celui-là, on peut le renégocier. Et sinon, bon, bah, pour le pré-voiture, bon, bah, on peut solder la moitié. Ça vous permettra d'avoir plus de capacité d'emprunt et plus de taux d'endettement disponible pour pouvoir emprunter. Voilà. Les conseils d'abord, et qui sont importants sur ça, quoi. Bah écoute, moi c'est Diego Immobilier tout collé, donc sur à peu près tous les réseaux, TikTok, WhatsApp maintenant, il y a le arrobas sur WhatsApp, Instagram, Facebook, voilà, je suis, ouais, c'est ça. Génial. Et bien, Pas de souci, merci à toi également, et puis je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, tout est gratuit, le but c'est d'échanger. Comme avec Emilien. Je pense que c'est important. C'est des points où nous, on s'y connaît. C'est notre métier, on est plongé dedans, on est passionné. Donc, on attend qu'une chose, c'est de pouvoir vous aider, quoi. clairement. Voilà, belle soirée. À bientôt.